À la une ce soir, mobilisation du personnel de la Croix-Rouge au Lamentin ce matin, un mouvement en écho à la protestation nationale. Les grévistes réclament de meilleures conditions de travail et des augmentations des salaires. Plus que quelques heures pour remplir vos déclarations d'impôt sur le revenu. Les contribuables ont été nombreux à défiler au centre des impôts de Cluny ce matin. Le prélèvement à la source est prévu dès l'année prochaine. Début du Ramadan depuis cette nuit pour les musulmans, un temps fort de la religion islamique qui a pour but de se recentrer sur son prochain. Nous avons rencontré des fidèles qui nous ont expliqué l'importance de cette période. Enfin, polémique au Gros Morne à cause d'une révision du plan local d'urbanisme. 26 terrains constructibles ont été déclassés. Un coup dur pour les propriétaires qui ne décolèrent pas face à ce manque à gagner. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. C'est un coup de filet de grande ampleur que les forces de l'ordre ont réalisé en ce début de semaine. Près de 100 gendarmes ont été mobilisés pour démanteler un vaste trafic de drogue entre la Martinique et l'Hexagone. Après 9 mois d'enquête, 17 personnes ont été interpellées et 40 kilos de drogue ont été saisis. Voyez ce reportage d'Alizé Dultran et de Guy Raphaël René. C'est ici qu'a eu lieu le plus gros coup de filet, dans cet immeuble de la cité Chapelle. Après 9 mois d'investigation, de surveillance et d'écoute téléphonique, lundi dernier au petit matin, plusieurs pelotons de gendarmes, renforcés par la présence d'hommes du GIGN, interpellent simultanément 17 personnes, ici, à Fort-de-France et en région parisienne. En tout, une trentaine de kilos de résine de cannabis, 40 000 €, plusieurs véhicules et des armes de poing sont saisis. 12 personnes ont été placées en garde à vue. Elles sont en ce moment présentées au juge d'instruction. D'après les premiers éléments de l'enquête, il pourrait s'agir d'un trafic local en lien avec l'Hexagone. L'enquête se poursuit. Le procureur de la République a prévu de s'exprimer sur l'affaire demain. Toujours au chapitre judiciaire, en bref, 2 personnes ont été mises en examen dans le cadre de l'affaire de possible malversation au sein de l'établissement public Odyssey. L'ancien directeur général est mis en examen pour favoritisme, détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt et corruption passive. Le directeur clientèle est quant à lui mis en examen pour prise illégale d'intérêt et recel d'abus de biens sociaux. Les 2 hommes qui étaient en poste au moment des faits dénoncés contestent les faits qui leur sont reprochés. Ils sont tous les 2 placés sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur, mais bénéficient tout de même de la présomption d'innocence. Au chapitre social, les salariés de la Croix-Rouge sont en grève depuis ce matin en écho à la mobilisation nationale. Une dizaine de salariés étaient mobilisés devant le siège du Lamentin pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail. Ils réclament entre autres des augmentations des salaires. Reportage d'Alizé Dultran et Guy Raphaël René. Patrick est salarié de la Croix-Rouge depuis 10 ans. Éducateur spécialisé, il travaille au centre de prévention des addictions. Il est à mi-temps. Malgré cela, il doit assurer plusieurs missions à la fois. C'est de l'accueil inconditionnel, donc c'est très fluctuant. Ça peut varier, on peut recevoir beaucoup de personnes. Il y a des jours où effectivement on a une activité qui est très intense. L'activité est prévue pour un éducateur à temps plein, pour pouvoir assurer l'accueil, le suivi et assurer toutes les tâches. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de faire de l'accueil, il y a aussi le suivi des personnes, les entretiens dans le cadre de toute la démarche motivationnelle d'accompagnement, sur les démarches sociales. Il y a des recrutements en cours, mais des recrutements qui effectivement prennent du temps. Mais malheureusement, la mission n'attend pas, quoi. Comme Patrick, ceux qui travaillent pour la Croix-Rouge sont majoritairement des professionnels de santé, infirmiers, médecins, psychologues, assistantes sociales. Chez nous, il existe une dizaine de structures d'accueil. Les 80 salariés et les 150 bénévoles sont répartis entre la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barth. Mais aujourd'hui, ils pointent du doigt une certaine précarité. Il y a des aides-soignants qui sont bloqués depuis des années sous leur salaire. Et on demande d'augmenter leur salaire. Et c'est ça qui bloque. On a demandé à la direction de clarifier la position de pouvoir de chaque chef de service et de la direction. Ça permettra de voir plus clair de l'organisation du travail. Nous avons demandé justement à une audience au directeur territorial sur ces points-là. Et échangeons pour que nos revendications soient remontées en face. En attendant de nouvelles discussions avec leur direction, les salariés ont repris leur poste. Présente dans 26 pays, chaque année, l'organisation humanitaire vient en aide à près de 4 millions de personnes.
Attention, vous avez jusqu'à ce soir minuit pour remplir votre déclaration de revenus. Ce matin, le centre des impôts de Cluny a vu défiler des contribuables soucieux de se mettre en règle avant la fin du temps imparti. Des Martiniquais inquiets sur le prélèvement à la source prévu dès l'année prochaine. Explication de Marie Tricot et Louis Sabas. Plus que quelques heures pour glisser sa déclaration de revenus pour les adeptes de la version papier. Je me suis pris c'est parce que c'est les derniers jours et que bon, avec le travail, j'ai pas trop le temps de remplir. Et non, ça n'a pas été trop compliqué. Bon, après, j'ai appris en plus l'année prochaine. Un dernier trajet jusqu'à la boîte aux lettres. En 2019, le prélèvement de l'impôt se fera directement à la source. Ça va m'éviter de venir déposer les documents et le faire sur Internet. Plus de décalage donc entre les revenus des contribuables et l'impôt correspondant. En 2019, les Français paieront l'impôt de leur rentrée d'argent de la même année. Les salariés seront prélevés directement par leurs employeurs et les non-actifs par les organismes publics. On ne sait jamais, dès que c'est prélevé à la source. Quand c'est vous qui décidez, ça va, mais quand on prélève, vous ne savez pas forcément pourquoi, ni les explications concrètes. Donc voilà, moi, perso, je préfère voir avant d'être prélevé. Vous redoutez les erreurs? Exactement. Pour être plus à l'aise. C'est-à-dire, si j'ai pas d'argent, si j'ai plus d'argent, je dépense moins. Pour les non-imposables, le prélèvement à la source ne change rien. Mais avant, il faut boucler cette année fiscale 2018. Les contribuables préférant Internet ont encore jusqu'au 5 juin pour se mettre en règle. Depuis cette nuit et pendant un mois, le quotidien des musulmans de Martinique sera rythmé par la prière et le jeûne. C'est le Ramadan. Ce temps fort de la religion islamique permet avant tout de se recentrer sur les autres. Marie Tricot et Louis Sabas ont rencontré des fidèles qui leur ont expliqué l'importance de ce moment de spiritualité. Regardez. À 58 ans, Ati a toujours respecté le Ramadan, pilier fondamental de sa religion. Sans délaisser son activité professionnelle, ce gérant de magasin vit le premier jour du mois saint comme l'occasion de devenir un homme meilleur. C'est une journée normale, mais on fait plus d'efforts spirituellement. C'est-à-dire qu'on prie plus et on essaie de faire plus de bien. C'est-à-dire la médisance, il faut éviter ce genre d'attitude. Il faut essayer de se comporter davantage, de mieux se comporter que d'habitude. Ni manger, ni boire jusqu'au coucher du soleil, respecter scrupuleusement les 5 prières qui rythment la journée. Le Ramadan est aussi l'occasion de resserrer les liens familiaux. Aujourd'hui, c'est mon fils qui m'invite. Je suis invité chez mon fils. On essaie de s'inviter plus pendant ces périodes-là. Un Ramadan 2018 qui débute dans un climat politique tendu. Ati revient de Jérusalem. Il a passé plus d'un mois sur les territoires palestiniens et a assisté aux manifestations qui ont fait plus de 60 morts en marge de l'inauguration de la nouvelle ambassade américaine. Bien sûr, on pense à tout ça. On est avec eux. C'est difficile, mais eux, c'est encore plus dur pour eux. Parce qu'ils sont dans la détresse et ils continuent à faire leur jeûne. De nouvelles violences dans ce conflit vieux de 2000 ans, qui sont dans les esprits des fidèles venus prier aujourd'hui. On fait des invocations particulières, bien sûr. On va penser plus, mais c'est pas que pendant Ramadan, c'est tout au long de l'année. On pense à tous les pays, notamment à la Syrie aussi, à l'Irak, à l'Iran, partout où il y a des pays où il y a des gens, des musulmans qui sont en difficulté. On pense à eux tout le temps. Pendant 30 jours, les musulmans respectant le Ramadan vont lire le Coran dans son intégralité. Une certaine sérénité, une certaine sagesse, un apaisement total, et comme je dis en créole, on a été debout derrière ça. Jusqu'à la rupture du jeûne et l'Aïd el-Fitr, symbole de fraternité et de réconciliation. Direction la Guadeloupe avec un fait divers qui secoue tout un quartier à Gourbert. Un homme de 37 ans a été retrouvé la gorge tranchée à son domicile. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un suicide. Il se serait enfermé lui-même dans une pièce de son logement pour se donner la mort. Voyez ce reportage d'Anne-Elisabeth Artsen et de Moïse Dexter. Difficile de savoir ce qui s'est réellement passé hier au domicile de ce Gourbérien d'une trentaine d'années. Le maire s'est d'ailleurs rendu à la gendarmerie pour plus de précisions. Et donc ce matin, je me suis rendu pour avoir des éléments concernant ces faits dramatiques à la gendarmerie. Et ce qui m'a été relaté
c'est que l'individu je reste conditionnel, aurait fait une tentative de suicide, voulait se couper les veines, donc blessé. Un appel à secours a été fait au service du SDIS. Le SDIS est arrivé, à ce moment-là, il a menacé le SDIS qui n'a pas pu intervenir, le SDIS qui a appelé un renfort de gendarmerie. Malheureusement, quand les gendarmes sont arrivés, il s'était caché dans une pièce et on l'a trouvé mort. Il se serait transpercé le cou avec un couteau. Voilà tout ce que je sais. Au niveau, son identité, on me l'a décrite. Et puis après, je ne connais pas vraiment les mobiles, les tenants, les aboutissants. Absent au moment des faits pour cause de visite protocolaire, le maire n'a pas pu encore rencontrer ses administrés. Donc il va certainement avoir une enquête puisque les gendarmes doivent établir un rapport à l'autorité judiciaire, au procureur de la République, et peut-être au regard des investigations qu'ils auront à opérer sur le terrain, à mener sur le terrain, peut-être que j'aurai des éléments complémentaires. Mais en l'état, il serait difficile pour moi d'ajouter plus de ce que je sais ce matin. Pour l'heure, aucun élément complémentaire n'a été révélé dans cette affaire qui expliquerait pourquoi ce jeune homme aurait ainsi mis fin à ses jours à son domicile. Nous restons en Guadeloupe avec une mobilisation des robes noires qui a commencé depuis hier pour protester contre la décision du juge d'entendre la plaidoirie d'un des avocats du jeune poursuivi pour le meurtre de Yohan Equinox. Souvenez-vous, l'affaire avait créé l'émoi en 2016. Un adolescent avait été poignardé à mort pour son téléphone par un autre jeune de 15 ans. Aujourd'hui, le meurtrier présumé est défendu par 5 avocats, dont un qui n'a pas été écouté par le juge. Les robes noires de la Guadeloupe ont donc décidé de paralyser toutes les instances judiciaires. Voyez ce reportage d'Yvan Lemar. Une assemblée générale extraordinaire du barreau de la Guadeloupe a été convoquée suite à un incident d'audience dans l'affaire Yohan Equinox, traitée par la Cour d'appel des mineurs de Basse-Terre. Un avocat le plus ancien, d'ailleurs un ancien bâtonnier, n'a pas pu s'exprimer devant la cour d'assises au cours d'une audience qui était prévue pour lundi. C'est un affront particulier qui a été fait à la profession d'avocat. C'est une violation particulièrement grave des droits de la défense et même de la démocratie. Comment voulez-vous que, en particulier, il s'agit de mineurs qui étaient déférés? Et c'est la loi qui veut que les mineurs soient nécessairement assistés d'un avocat, que ce soit devant la cour d'assises ou que ce soit devant les tribunaux pour enfants. On ne peut pas porter atteinte ainsi à des principes essentiels de la loi. Après plusieurs heures de débat, les avocats de la Guadeloupe ont décidé de faire front face aux magistrats. La grève générale dès demain et d'autres actions ont été votées. Sur la question du respect dû aux avocats en général, par les magistrats de cette juridiction, en général également. Il s'agit de porter une réponse de façon à leur faire comprendre qu'il faut respecter l'avocat, autant que l'avocat les respecte. Et c'est ça la question qui s'est posée aujourd'hui. Et donc la réponse que nous portons pour l'instant est la suivante. C'est d'abord la grève des assises, nous n'irons pas de la cour d'assises, et le bâtonnier en exercice ne va pas désigner de confrères pour les différentes institutions où l'avocat est obligatoire. Après ces premières actions, ils se réuniront de nouveau pour définir la suite à donner à ce mouvement. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous parlerons de la soirée Fenêtre sur Haïti, prévue demain soir au Tropic Atrium. L'artiste Imelda qui sera en concert est notre invité ce soir. Nous reviendrons sur l'exploit du club franciscain hier soir face au FC de Trinidad. Les Martiniquais se sont imposés sur le score de 2-1. Et puis nous vous emmènerons au Gros Morne avec une révision du plan local d'urbanisme qui crée la polémique au quartier Poirier. De nombreux terrains ont été déclassés. Mais tout de suite, place à la culture avec une soirée baptisée Fenêtre sur Haïti, proposée par le Tropic Atrium demain soir. Parmi les temps forts, le spectacle Déracinement de la chanteuse haïtienne Imelda, qui est d'ailleurs notre invitée ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ma première question, vous avez baptisé votre concert Déracinement. Pourquoi ce choix de titre? Alors, ce choix vient déjà de par mon histoire, de mon vécu, parce que je me considère quelque part comme une sorte de personne déracinée. Et je me suis dit, justement, pourquoi ne pas transposer afin de garder, de préserver ce qui me lie entre Haïti, la Martinique, l'Afrique, etc. J'ai transposé ma vie personnelle en musique, en fait. Alors, une création qui se prépare depuis plusieurs mois. Il y a eu des allers-retours puisque le spectacle sera composé d'artistes martiniquais, africains et du Qatar. Le projet se concrétise puisque vous faites les répétitions. D'ailleurs, nous étions sur place cet après-midi. Je vous propose de regarder tout de suite un extrait.
Alors, on l'a dit, hein, il s'agit d'un projet qui a nécessité plusieurs mois d'aller-retour entre les différents pays pour le mettre en place. Comment avez-vous sélectionné les artistes qui allaient être à vos côtés? Je fonctionne vraiment avec le cœur, en fait, à chaque fois. Par exemple, le musicien du Qatar, je suis allée jouer au Qatar. Il a décidé il a travaillé avec moi lors de mon concert. J'ai aimé son jeu, j'ai aimé ce qu'il faisait, puis j'ai aimé son cœur surtout parce que c'est important. Ce que l'autre ressent, moi je ressens beaucoup les personnes. Et aussi le Burkina Faso, c'est pareil. Je suis allée au Burkina, j'ai rencontré papa. Je suis allée en Haïti, j'ai rencontré un musicien. Et je me suis dit, c'est le moment, c'est le moyen effectivement, parce que lui, le Qatari, il est aussi c'est un déraciné parce qu'il est de Tunisie, il vit au Qatar. Papa, il vit entre Paris et le Burkina Faso. Et après, je me suis dit, maintenant, on va regarder ce qui nous lie entre l'Afrique, Haïti et la Martinique. Et j'ai aussi impliqué Daniel Dantin sur le projet, Alain Pinel-Ferrérol, Maud Mas, Dina. Et vraiment, c'est une fusion musicale entre ces différents pays, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, Haïti et la Martinique. C'est une recherche, en fait, que nous avons fait. En fait, nous avons pris des éléments dans le Belay, des éléments dans la musique burkinabé, des éléments en Haïti, et nous avons fusionné tout ça pour avoir un nouveau son, un nouveau genre musical, en tout cas. Alors justement, comment se passe la concrétisation de cette fusion? Est-ce que ça se passe comme vous vouliez? Ça se passe, bon, on a mis du temps, des fois, en fait, au début, j'étais persuadée qu'on se comprenait tous au niveau du langage du français. J'ai vite compris que, par exemple, Yacine, il est plutôt anglophone, il parle plus anglais que le français. Papa, c'est son dialecte, et moi, le créole et le français, finalement, on arrive à se comprendre, on arrive à se parler. Quand j'étais en Afrique, on arrivait quand même à communiquer. Et ce que je trouvais aussi très intéressant, justement, dans le monde où nous vivons actuellement, c'est de voir, nous avons 4 fois complètement différentes, c'est-à-dire anémistes, musulmans, catholiques et comme dit papa, et rien. On se retrouve musicalement. Il n'y a pas de... J'ai dit, si le monde pouvait poser son regard juste le petit instant qu'on va passer ensemble, voir comment des personnes, des pays, des religions se rencontrent quelque part, et on fusionne, je pense qu'on aurait peut-être eu un monde meilleur. Très beau message. Alors, dites-moi comment ça va se passer demain soir. Qu'est-ce qu'il y aura au programme? Alors, au programme, il y a en première partie, il y a déracinement, le projet déracinement. Et puis par la suite, il y aura Fenêtre sur Haïti avec Guy Régis Junior, qui est un diseur, un parolier, un écrivain haïtien, qui sera accompagné par Oli Saint-Jean, qui est un excellent guitariste, c'est un autre percussionniste encore. Ça va être aussi un bon moment de partage. C'est entre les poètes, les textes d'Haïti et aussi la fusion de ma musique. Ce serait vraiment une très, très, très belle soirée. Alors, tout au long de l'année, vous êtes très investi dans le milieu de la culture en Martinique, puisque vous avez également parrainé des enfants dans le programme La Fabrique à chansons. Comment avez-vous vécu cette expérience? Ça a été une très, très belle expérience. Il faut préciser qu'ils ont gagné en plus. Ils ont gagné en plus parce que ça a été une très belle expérience. En fait, je suis maman de 2 enfants. Quand j'ai postulé pour répondre à l'appel à projet Fabrique à chansons, je ne m'attendais pas à rencontrer des 16 bouts de chou, mais vraiment extraordinaires, avec des caractères. Et j'ai appris aussi à travers ce temps de rencontre avec ces enfants, il ne faut pas faire pour les enfants, il faut faire avec les enfants et surtout faites confiance aux enfants, ils savent très bien ce qu'ils veulent. Et vraiment, ça a été une très, très, très belle, un moment magnifique. Et on revoit d'ailleurs les images des répétitions. Ça, on était en studio justement parce que j'ai travaillé avec eux, ils sont venus à Jazz à la Pointe avec moi sur mon concert, regarder le monde du live. En studio, je suis allée chez Kali, généreusement, qui a accepté justement que j'emmène les enfants pour qu'on puisse travailler la chanson. Et cette chanson, il y a eu la restitution le 15 mai, là. Et on a été l'école qui avait été retenue justement pour représenter la Martinique sur la métropole. Très bien. Mais merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis on rappelle que le grand rendez-vous, c'est demain soir au Tropicatrium pour le concert Déracinement. Et le samedi aussi aux Anses d'Arlet. S'il y a quelqu'un qui a raté demain, et puis pour venir peut-être... Il y a un rattrapage. Voilà, il y a un rattrapage samedi. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Place au sport maintenant avec un retour sur l'exploit du club franciscain hier soir face au FC de Trinidad. Les hommes de Dominique Jean se sont imposés sur le score de 2-1. Après cette rencontre qui s'est déroulée à la Jamaïque, les franciscains sont donc qualifiés pour la Ligue des champions de la CONCACAF. En attendant, voici le récit du match avec José Le Cherti. Le club franciscain en blanc a su déjouer tous les pronostics face au Central FC, une équipe professionnelle qui évolue dans le championnat élite de Trinidad et Tobago. Si à la 14e minute, Anthony Wolf ouvre le score pour le compte de ses couleurs, les franciscains ne se laissent pas abattre. Si
Si le capitaine Stéphane Abol se crée une opportunité à la 18e, il se heurte à la défense. Quelques minutes plus tard, sur une passe décisive de Stéphane Abol, Jenaël Méger inscrit le but qui permet à son équipe de revenir dans le match. 1-1. Juste avant la pause, Stéphane Abol décale vers Johnny Marajo. Ce dernier joue avec la défense et prend de court le gardien. À la pause, le score est de 2-1 pour le club franciscain. La seconde mi-temps a été marquée d'occasions de part et d'autre. Aucune action n'a trouvé le cadre. Les hommes de Dominique Jean, harassés par la fatigue, ont pu contenir la formation trinidadienne et s'imposent sur le score de 2-1. Nous l'emportons 2-1 face à cette équipe de Trinidad, une équipe extrêmement organisée, disciplinée, que nous avons eu la chance de voir jouer dimanche soir. Et cela aussi nous a permis de mettre en place notre plan de jeu qui a été respecté par nos joueurs. Après avoir été menés 1-0, ils ont su réagir et renverser la tendance juste avant la mi-temps. Et puis la seconde période a été vraiment difficile pour nous malgré la fatigue due à l'accumulation des matchs, mais nos joueurs ont su vraiment tenir le coup et l'emporter. Les franciscains rejoignent les 15 autres qualifiés qui ne sont que des clubs professionnels de la Major League Soccer, d'Amérique centrale et de la Caraïbe. L'aventure continue, le tirage au sort pour le prochain tour est prévu le 23 juillet à Miami. Allez, on revient en Martinique et on passe tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence au Gros Morne, où une révision du plan local d'urbanisme fait grande polémique. 26 propriétaires ont vu leur terrain classé constructible au moment de l'achat, déclassé en terrain aujourd'hui agricole. Un véritable coup de massue pour eux. Voyez ces explications de Johan Boulard. Jocelyne habite cette maison depuis 50 ans. Un héritage de 90 000 €, terrain et maison comprises. Aujourd'hui réévaluée avec l'adoption du plan local d'urbanisme, elle n'en vaudrait plus que 20 000. Ça ne fait pas plaisir, hein, voilà. Elle est dévaluée et puis voilà, elle est tombée en terrain agricole et donc voilà. Son frère Yves subit lui aussi de plein fouet le passage de plan d'occupation des sols au plan local d'urbanisme. Voilà hein, ce petit terrain que j'avais réservé en donation pour mes petits-enfants. Un beau plateau qui m'est très cher. Le 4 décembre, on me dit votre terrain vaut 2 000 €. Donc, alors que j'ai reversé plus de 80 000 € à mes frères et sœurs pour avoir ce terrain. Et puis, il y a les nouveaux acquéreurs. Cet homme qui tient à garder l'anonymat a construit depuis moins d'1 an. J'ai 2 parcelles de terrain de 1200 m² qui m'a coûté à peu près 180 000 € pour mes 2 parcelles de terrain. Aujourd'hui, comme si et seulement si ça a été dévalué comme ils disent, c'est un terrain qui nous revient à 10 000 €, quoi. Encore une fois, des dizaines de milliers d'euros de préjudice engagés en frais de géomètre, d'emprunt bancaire, de viabilisation des parcelles constructibles au moment de l'achat. La nouvelle équipe n'a pas remis en cause le projet communal défini. Un projet vieux de 16 ans, approuvé par les municipalités qui se sont succédées, mais 2 lois auraient changé la donne. La loi Allure et la loi Grenelle, ces lois-là sont venues modifier le fonctionnement du PLU et la mise en place du PLU. Et c'est à partir de ce moment-là que ces observations nous ont été faites. La municipalité dit faire son possible pour rectifier le tir. Nous avons aussi appelé la DIAL Cap Nord, puisqu'il y a le SCOT pour Cap Nord, et d'autres services pour qu'on puisse échanger et travailler dans l'intérêt. Une première réunion s'est tenue hier soir entre le maire et ses administrés. En attendant que les choses bougent, les riverains du quartier Poirier ont d'ores et déjà entamé le combat en lançant une pétition.
Revenons maintenant, comme chaque soir de cette semaine, sur un des reportages du JT des communes qui vous a marqué cette saison. Retour sur la présentation d'un jeu, non pas de 7, mais de 9 familles créées par Sabine Andrivon-Milton. De quoi occuper les prochaines grandes vacances qui arrivent déjà à grands pas. Regardez. Alors, il y a la famille Fruits, la famille Fleurs, la famille Patrimoine. Dans la famille Animaux, je demande Iguane. Iguane. Ah, voilà mon point. Attention, ça continue parce que j'ai une bonne pioche. Je dois le continuer. Famille Personnalité, on y va. Famille Personnalité, je demande Lumina Sophie. Et en pioche, voilà. C'est ça, c'est comme le jeu des 7 familles, sauf que là, il s'agit de 9 familles. Patrimoine, géographie, des légumes, des fruits, l'économie, voilà, et tout ça, ça se passe de manière très sympathique. Pour nous présenter le jeu de 9 familles, quoi de mieux que d'avoir de vrais joueurs autour de la table? En l'occurrence ici, les élèves du lycée agricole du Robert où enseigne Sabine Andrivon-Milton. On voit donc les personnalités martiniquaises, le patrimoine, les fruits, les fleurs, les légumes, les animaux, les dates importantes, très importantes aussi pour eux, qu'ils puissent avoir quelques repères historiques et aussi dans tout ce qui concerne l'économie. Pour jouer, il faut être entre 3 et 7 joueurs, peu importe l'âge. L'essentiel étant d'améliorer ses connaissances de la Martinique. C'est comme le jeu de cette famille. Tu dois trouver la famille, soit des fruits, géographie, légumes ou patrimoine. Quelques dates aussi, comme le septembre 1870, l'institution du Sud, je ne sais pas non plus. Donc. La Martinique en 200 questions-réponses. Chaque carte comporte une photo, un texte et les autres membres de la famille. En termes pédagogiques, je leur donne d'abord une feuille. Je leur dis de marquer 6 noms de fruits, de donner ce qu'ils savent, ce qu'on appelle les préacquis. Et puis après avoir joué, je leur redonne la feuille. Effectivement, ils ont appris des choses parce qu'ils ont échangé, ils ont demandé, ils ont entendu. Et ça, c'est intéressant et ça, je pense qu'on a gagné en faisant ça. Quoi. Pour gagner, il faut réunir le plus de familles à la fin du jeu. Il y avait un manque et il y avait des hésitations. Quand on leur posait des questions, de citer 6 noms donc de fleurs, ils ont donné 2, pas plus. Des personnalités, ça n'allait pas très loin. Donc ça permet d'apprendre en s'amusant. Pour une initiation, ce fut un réel plaisir, ambiance partagée d'ailleurs par les lycéens. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Le jeu, on peut le retrouver dans toutes les librairies, dans toutes les bonnes pharmacies, comme on dit. Et sachez qu'il y en aura d'autres qui sortiront prochainement à mettre dans tous les foyers. C'était une figure du monde associatif et du carnaval. Ces obsèques ont eu lieu ce matin à l'église de Saint-Christophe à Fort-de-France. L'église était presque trop petite pour accueillir les proches de Gaëtan Philibert. Voyez les quelques réactions recueillies aujourd'hui par Marie Tricot et Louis Sabas. Gaëtan, c'est un pilier du carnaval. Il a quand même travaillé un bon moment avec Solange Londas. Il a fait les coupes des lycées. Il a organisé aussi la journée des rollers. Il a fait aussi dernièrement les zouk foriales à la recherche de jeunes talents. Il a également il a travaillé aux côtés de Carnaval Forial. Et aussi, là, dernièrement, on a monté un petit groupe qui s'appelle Magic Carnival Show. C'est un pilier, vraiment un pilier de carnaval, surtout pour la jeunesse, parce qu'il a formé un petit groupe de tambours auquel il a voulu à ce que ces jeunes-là arrivaient à quelque chose. C'est une grande perte pour nous, une grande perte. Il restera là, on ne l'oubliera pas, mais c'est une grande perte de Gaëtan. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 9h à 14h sur le parking de Carrefour-Cluny à Schellcher. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don, derrière le CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de cette édition. Juste avant de vous laisser avec nos confrères de BFM TV, je vous rappelle les titres développés ce soir. Mobilisation du personnel de la Croix-Rouge au Lamentin ce matin. Un mouvement en écho à la protestation nationale. Les grévistes réclament de meilleures conditions de travail et des augmentations des salaires.
Plus que quelques heures pour remplir vos déclarations d'impôt sur le revenu au format papier. Les contribuables ont été nombreux à défiler au centre des impôts de Cluny ce matin. Le prélèvement à la source est prévu dès l'année prochaine. Début du Ramadan depuis cette nuit pour les musulmans, un temps fort de la religion islamique qui a pour but de se recentrer sur son prochain. Nous avons rencontré des fidèles qui nous ont expliqué l'importance de cette période. Enfin, vous l'avez vu dans le JT des communes, polémique au Gros Morne à cause d'une révision du plan local d'urbanisme. 26 terrains constructibles ont été déclassés. Un coup dur pour les propriétaires qui ne décolèrent pas face à ce manque à gagner. Restez sur ATV juste après l'actualité nationale et internationale présentée par nos confrères de BFM TV. Retrouvez à partir de 20h 2 épisodes de la série Person of Interest. Passez une bonne soirée avec nos programmes. Retrouvez à cette même place Jean-Marc Dabreu dès 18h50 pour les titres de la tranche info du week-end. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir lundi prochain. Passez une bonne soirée, un bon week-end et à lundi.